Monsieur Bonnefoy, approchez à la barre, s'il vous plaît. Donnez-nous votre identité, vos dates et lieux de naissance. J'ai plus le papier. J'ai plus rien. Pierre Bonnefoy, donnez-nous votre date de naissance. 19 mai 1953, à Tourcoing. Bien. Aujourd'hui, vous comparaissez devant cette cour car il vous est reproché, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2015, à Sablons, volontairement donner la mort à autrui, en l'espèce à Madame Josette Bonnefoy, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur votre épouse et avec arme. Première chose, Monsieur Bonnefoy, est-ce que vous êtes prêt à vous expliquer, puisque vous avez le droit de vous taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de la Cour? Je suis prêt à répondre à vos questions, Madame la Présidente. Nous vous remercions. Je vais donner un bref résumé des faits qui vous sont reprochés, à la suite de quoi nous vous poserons quelques questions sur les faits qui vous sont reprochés. Il ressort de l'instruction que dans la nuit donc du 24 au 25 novembre 2015, vous avez contacté la gendarmerie de Guîtres aux alentours de 3 heures du matin et vous avez déclaré avoir tiré par mépris sur votre femme, Josette Bonnefoy. Vous avez expliqué que vous étiez monté vous coucher vers 22h30, que votre femme était endormie et que vers 1h du matin, vous étiez réveillé par des bruits provenant du rez-de-chaussée. Que pensant avoir affaire à un cambrioleur, vous étiez muni de votre arme et voyant une ombre quitter la maison de façon subreptice, vous lui aviez tiré à 2 reprises. Vous aviez tiré sur cette personne. Vous avez déclaré que par la suite, vous vous étiez rendu compte que malencontreusement, vous aviez tiré sur votre épouse et que c'était un accident, car vous avez donné quelques explications que je vais vous laisser développer sur le fait que vous aviez pensé tirer sur un cambrioleur et non sur votre femme. Thèse qui n'a manifestement pas convaincu le juge d'instruction puisque vous comparaissez devant nous. Nous vous écoutons, Monsieur Bonnefoy. Je dois raconter ce qui s'est passé ? Je dois raconter ce qui s'est passé ? S'il vous plaît, oui. Alors, ce soir-là, Josette s'était couchée assez tôt, comme d'habitude, et moi, j'avais regardé la télé, j'avais siroté un petit verre de vin, comme je fais souvent. Un seul, Monsieur Bonnefoy ? Je sais plus, peut-être un ou deux, mais j'étais pas très alcoolisé. Et à la fin du programme, je suis allé me coucher et j'arrivais pas à m'endormir ce soir-là. Donc j'ai mis un petit peu de temps à m'endormir et j'étais dans un demi-sommeil. J'ai entendu des craquements assez distinctement et ça m'a réveillé. J'ai écouté un long moment et j'ai réentendu les craquements. Alors je me suis levé, je suis allé voir dans la chambre de Josette, j'ai vu qu'elle dormait et j'ai attrapé le fusil et j'ai vu une forme dans la chambre et j'ai tout de suite pensé que c'était quelqu'un qui était entré, un cambrioleur, d'autant qu'il avait commencé à fouiller dans la valise qui était sur le lit et à ce moment-là, il s'est retourné, il a fait un mouvement et moi, j'ai eu le réflexe de tirer et je me suis senti menacé en réalité au moment où il a fait ce mouvement-là et c'est parti très rapidement. Je ne sais plus tellement ce qui s'est passé. Je me revois après aller dans la chambre de Josette pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle avait dû entendre les coups de feu, qu'elle ne devait pas avoir peur. Et elle se réveillait pas, ça m'a étonné. Alors je suis allé voir dans son lit et puis elle n'était pas dans son lit. C'était un édredon et je suis retourné voir le corps. J'ai allumé et j'ai vu que c'était elle. Elle était pardon Madame le Président, elle était en sang et après je me souviens plus très bien. Je crois que j'ai appelé la gendarmerie. Merci. Alors, monsieur, vous avez bien compris que la difficulté, c'est que nous n'avons que votre version des faits. Par contre, nous avons le résultat, c'est-à-dire que votre femme a été retrouvée morte sur le pas de la porte et que il aurait été tout à fait possible, il vous était possible de mettre cet oreiller, cet édredon par la suite et d'inventer cette histoire.
J'aurais jamais fait quelque chose comme ça, Madame la Présidente. Josette, c'était ma femme depuis 32 ans. On avait vécu des moments très forts. C'est vrai que c'était plus comme au premier jour quand on s'est rencontrés, comme dans tous les couples, mais jamais j'aurais fait quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle était heureuse de venir vivre avec vous dans cette petite ville de province? Parce qu'apparemment, elle en souffrait un peu. On se parlait plus beaucoup et c'est vrai qu'elle était un peu renfermée et moi j'étais aussi un peu renfermé. On dialoguait plus beaucoup et manifestement les choses ont montré qu'elle n'était pas épanouie. Elle vous l'avait dit? Elle me l'avait pas dit. On parlait plus beaucoup, Madame la Présidente. Ce soir-là, vous ne vous étiez pas disputé à ce sujet? Pas du tout. Pas du tout. C'était. Vous dites que vous n'avez pas de souvenir. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez bu de l'alcool ait pu avoir une influence? Non, je pense pas. C'était vraiment un verre ou deux. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup. Cette arme, quand vous l'avez prise, elle était où? Elle se trouvait où dans la pièce? Elle était accrochée derrière la porte du cellier. Il y a un cellier qui est à côté de. Elle était chargée ou vous l'avez chargée? Elle était chargée, Madame la Présidente. Vous avez une arme chargée, accrochée derrière la porte du cellier chez vous? Je suis chasseur. Donc elle est toujours chargée? Elle n'est pas toujours chargée, mais j'étais allé à la chasse la veille et j'avais peu tiré. Et du coup, j'avais pas déchargé l'arme parce que je suis le seul à m'en servir et que il peut m'arriver de partir comme ça à la chasse, donc je l'avais pas déchargée. D'accord. Est-ce que vous avez fait une sommation avant de tirer sur cette personne? Parce que c'est ça qui est étonnant aussi. Vous seriez rendu compte que c'était votre femme si vous aviez interpellé cette personne? C'est des souvenirs qui sont pas très précis, Madame le Président. J'ai pas de souvenir d'avoir parlé. Ni d'avoir dit halte là, arrêtez-vous, et d'avoir attendu une réponse, parce que forcément elle aurait reconnu le son de votre voix, elle aurait répondu. Ça s'est passé très vite, Madame le Président. Je l'ai vu. Et je m'attendais pas à ce qu'il se retourne vers moi comme ça et à ce qu'il fasse un mouvement brutal. Et c'est à ce moment-là que je peux pas vous dire par réflexe, mais sans réfléchir. Vous tirez sans sommation. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous fassions rentrer les témoins? Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Bien, vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez, Monsieur Bonnefoy. Et nous allons faire rentrer le premier témoin. Donc le gendarme qui a fait les premières constatations sur les lieux. Approchez, monsieur. Madame la Présidente. Bonjour monsieur, je vais vous demander vos noms, prénoms, âge, qualité. Je suis le gendarme Boitard de la brigade de Guîtres. J'ai 55 ans et je suis le premier à être arrivé au domicile de monsieur Bonnefoy après son appel à la gendarmerie. Bien, je vais vous demander de prêter serment. Vous levez, de prêter vos concours à la justice en votre honneur en conscience. Vous levez la main droite et vous dites je le jure. Je le jure. Nous vous écoutons, monsieur. Si vous pouvez éviter de lire les documents, ce serait mieux. Si vous avez un souvenir assez précis des faits. Car nous souhaitons un témoignage spontané. Au dépourvu. Mais on est tolérant. Donc j'ai vu en arrivant le cadavre de madame Josette Bonnefoy, donc près de la porte d'entrée. Il y avait beaucoup de sang et à côté d'elle, il y avait une valise ouverte avec du courrier, des photos éparpillées sur le sol un peu partout. Et l'accusé était au rez-de-chaussée près du corps de son épouse. Oui. Vous pouvez continuer. Les premières constatations, donc c'est celle-ci. Vous avez l'accusé, c'est lui qui avait appelé la gendarmerie? Oui, tout à fait. Dans quel état était-il? Il était seul quand je suis arrivé. Mmh. Et il était choqué, bien évidemment. Mmh. Donc un peu abasourdi. Il pleurait? Non, mais il ne parlait pas beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il vous a semblé dans son état, enfin, indépendamment du fait qu'il était choqué, est-ce qu'il sentait l'alcool? Est-ce qu'il avait l'air... Non, j'ai pas eu cette impression sur les premiers moments. Non. D'accord. Non. Mmh. Vous pouvez poursuivre votre témoignage si vous avez d'autres choses à ajouter. J'ai eu une drôle d'impression, donc en arrivant, la valise était remplie de vêtements et puis surtout la victime portait son manteau. Donc d'une certaine manière, comme si elle allait quitter un peu la maison.
J'ai pas observé de traces de sang sur le monsieur Bonnefoy. Et j'ai pas eu l'impression non plus que le corps ait été déplacé, puisque sinon il y aurait eu des traces de sang sur le sol, j'imagine. Donc la personne était là où l'homicide s'était passé, enfin l'incident s'était passé. Est-ce que vous avez recueilli des témoignages disant que le couple avait des relations correctes ou qu'au contraire il y avait fréquemment des disputes? Est-ce que vous avez posé la question à monsieur de savoir si il y avait eu des velléités de séparation? Non, je lui ai pas demandé tout de suite. Comme je vous le disais, il était choqué, un peu anéanti, paralysé, donc j'ai simplement un petit peu fait une constatation sur les lieux pour essayer de comprendre un petit peu la situation et puis relever les premiers éléments avant que quoi que ce soit déplacé ou voilà, simplement. Très bien. Vous avez fait une enquête de voisinage? Non. Bien. Est-ce que votre témoignage est terminé, monsieur, ou est-ce que vous souhaitez apporter des précisions? Non, pas plus que celle-là. Des questions? Non, pas de questions. La Cour vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. Nous allons appeler le deuxième témoin, qui est la voisine, qui va nous donner également son identité. Bonjour madame, vous pouvez nous donner vos noms, prénoms, âge, qualité? Eh bien, je m'appelle Marie-Thérèse Dupont et je suis à la retraite dans mon petite maison voisine de monsieur Bonnefoy. À quelle distance, excusez-moi, avant de poser cette question, je vais vous demander, vous êtes parent ou allié de l'accusé? Ah non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Donc vous allez prêter serment, madame? Vous allez jurer de témoigner sans haine et sans crainte. Vous pouvez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Bien, donc nous vous écoutons. Je suis impressionnée. Hein. Ça se voit, madame. Oh oui. Vous posez des questions? Je parle. D'abord, nous souhaiterions que vous fassiez une déposition spontanée et ensuite nous poserons quelques questions. Ah oui, c'est un drame. Et moi, je suis la voisine de monsieur et madame Bonnefoy. Et puis, ce jour-là, je dormais pas, puisqu'en fait, je dors pas beaucoup et je suis un peu insomniaque. Et vers 2h du matin, j'ai entendu 2 coups de feu. Oh mon Dieu, ça m'a semblé incroyable. Surtout que d'habitude, on n'entend pas de bruit la nuit. Hein, nous, c'est la campagne. Hein. Vous n'aviez pas entendu le chien juste avant? Ah non, mais ça, c'est dans la suite de mon témoignage. Faut pas tout révéler comme ça, attention. Il y a un ordre. Donc j'ai entendu les coups de feu, c'est vraiment pas courant, hein, parce que d'habitude chez nous c'est vraiment très calme. Alors j'ai regardé par la fenêtre, et puis j'ai vu de la lumière hein, dans la maison de monsieur et madame Bonnefoy. Oui, et ensuite, qu'avez-vous fait? Moi rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi j'ai attendu, hein, je sais pas, et puis après les gendarmes ils sont arrivés. D'accord. Voilà. Votre maison est à quelle distance je dirais bien... entre 50 et 100 mètres. Je vois plus très bien, alors je peux pas trop vous dire, mais de nuit on voit rien. D'accord. À part de la lumière, si c'est allumé. Qu'est-ce que vous pensez de vos voisins? Ils étaient là depuis combien de temps? Ah, les voisins, c'est des Parisiens. C'est des Parisiens, ils discutent pas. Hein. Et puis, madame Bonnefoy, elle a eu du mal. Hein. C'était pas facile pour elle, c'est vrai. On est rustre un petit peu parfois, alors elle sortait pas beaucoup de chez elle et puis elle s'est pas fait d'amis, hein, c'était dur. Les femmes du village l'avaient un petit peu repoussée, c'est vrai. Et puis c'est monsieur Bonnefoy, alors lui on le voyait pas. Hein. Alors lui il était dans son jardin, on le voyait jardiner et puis il partait à la chasse ou alors il restait chez lui, mais il fréquentait personne dans le village. Hein. C'est vrai qu'il peut-être que c'était un peu difficile. Mais enfin, madame Bonnefoy, faut dire aussi, elle disait bonjour, mais de manière un petit peu à la parisienne, quoi. Hein. Elle disait pas bonjour comme facilement. Hein. Donc, je comprends que ce soit difficile pour elle. Mais enfin, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts non plus. Hein. Donc, vous ne lui parliez pas? Pas spécialement, non. Non. Monsieur Bonnefoy, je l'ai croisé quelques fois quand il promenait son chien. Il disait bonjour et puis il passait son chemin. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous aviez vu les enfants du couple? Puisque aujourd'hui, on ne les a pas, ils n'ont pas pu se déplacer. Je pense qu'ils se sont constitués partie civile, mais par le biais d'un avocat. Donc, est-ce que vous aviez déjà parlé avec les enfants? Ah oui, alors les enfants, non, j'ai pas spécialement parlé avec eux. Hein. Moi, c'était pareil, hein, et on les fréquentait pas. Hein. Je les ai vus venir, effectivement. Je voyais les voitures qui venaient avec les enfants et puis les petits-enfants aussi. D'accord.
Bien, madame n'avait pas l'air d'avoir peur de son mari? Oh, je sais pas, moi j'entendais pas de bruit de chez eux, je sais pas s'ils se Jamais de bruit de dispute, jamais... J'entendais rien. Très bien. Donc vous avez entendu le coup de feu, vous dites vers 2h du matin, les faits nous disent que c'est plutôt vers 1h30, mais bon, c'est à une demi-heure près. Vous savez, moi, vous n'avez pas de souvenir très précis. J'ai pas l'œil sur l'horloge non plus. Hein. On comprend, surtout quand vous dormez, oui. Bah non, je suis insomniaque. Hein. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux témoins? Pas de questions? La Cour vous remercie, madame. Donc nous allons entendre l'expert psychiatre qui a examiné Monsieur Bonnefoy. Bonjour. Pouvez-vous nous donner vos noms, prénoms, âge et qualité, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Lucette Le Hérisson. Je suis psychiatre au CHS de Nouméa. J'ai 49 ans. Bien. Vous pouvez, s'il vous plaît, prêter serment. Vous prêtez serment de porter votre concours et assistance à la justice. Si vous levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, main droite. Bien, nous vous écoutons. Aucun texte n'exige, Madame la Présidente. Oui, il y a plus, c'est plus la main droite. Vous avez raison. Je peux lever les deux Notre mains, expert psychiatre est bon en droit. Mais... Alors, j'ai rencontré Monsieur Bonnefoy à 3 reprises à l'époque où il était en détention. Nous avons passé des entretiens d'1 heure, des entretiens structurés, semi-structurés, vous savez comment ça se passe, voilà. J'ai discuté avec lui, mais c'est assez difficile parce que c'est un homme qui est très fermé. Qui est renfermé sur lui-même. Hein. Alors évidemment, hein, il y a la détention et puis il y a sa personnalité aussi qui n'est pas très expansive, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un homme qui s'est réfugié dans un village de campagne après sa retraite, s'est installé avec sa femme dans une maison. Lui, son dada, c'est le bricolage, le jardinage. Il était tout seul, tout le temps, d'après ce qu'il m'a indiqué. Hein, il passait ses soirées devant la télévision, toujours seul. C'est une personnalité qui n'a plus de vie sociale. Alors, c'est quelqu'un qui a eu un travail, qui a rencontré des gens quand il était plus jeune, en activité, et il avait fait ce choix de se retirer de la vie sociale avec son épouse. Avec son épouse, pas tant que ça, puisque ce sont des gens qui faisaient chambre à part et qui manifestement ne partageaient pas grand-chose. C'est quelqu'un que j'ai ressenti comme fuyant les affects. C'est quelqu'un qui est relativement égoïste. Il est très centré sur lui-même et il me fusille du regard, j'imagine. C'est quelqu'un voilà qui est centré sur lui-même, qui est très attaché à sa petite personne, à ce qu'il aimait faire, lui, sans se poser beaucoup de questions sur son entourage. Paradoxalement, il entretient de bonnes relations avec l'un de ses fils, son fils cadet, avec lequel il s'entend très bien. Et les relations avec le fils aîné sont beaucoup plus tendues. Au cours de cet entretien, j'ai pu noter des absences. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces absences, si ce fond dépressif et anxieux qui est révélé au cours de cet entretien est un fond préexistant aux faits, s'il est lié aux faits eux-mêmes ou s'il est lié à la détention, parce que vous savez que la détention est très difficile dans notre pays, comme dans un certain nombre de pays dans le monde, et que les gens peuvent devenir dépressifs alors qu'ils ne l'étaient pas avant de rentrer en prison. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, pour répondre à la question de la Cour, il n'y a pas de trouble psychiatrique, il n'y a pas de raison de considérer qu'il ne peut pas être jugé, il est tout à fait conscient de l'acte qu'il a commis, il est accessible à une sanction pénale. Alors à savoir, il est tout à fait accessible à des soins psychologiques, et d'ailleurs je pense que c'est quelqu'un qu'il faut soigner parce que son fond dépressif est en train de prendre le dessus sur sa personnalité, et c'est quelqu'un qui, s'il devait être en prison, devrait être suivi sur le plan psychologique.
Bien. Il nous a dit qu'il n'avait pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'était passé ce soir-là, mais on voit que il y a des distorsions un petit peu sur les heures, etc. Mais est-ce que il vous a semblé que vous aviez affaire à quelqu'un qui avait un problème avec l'alcool ou pas? Pas du tout. Je n'ai D'accord. pas du tout ressenti où il n'y a pas de marqueur sur l'alcoolisme. Non. Bien. Des questions? Pas de questions? Nous vous remercions, Madame Je vous en prie. l'expert. Donc, on va juste réinterroger quelques instants Monsieur Bonnefoy, si vous voulez revenir, et puis ensuite nous donnerons la parole à la partie civile, au procureur et à la défense. Monsieur Bonnefoy, donc vous avez entendu ce qui a été dit par l'expert psychiatre, par le gendarme, par votre voisine qui vous connaissait très peu. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ces témoignages qui viennent de nous être délivrés et ou des explications complémentaires sur les faits, avant qu'on puisse clore les débats et donner la parole aux avocats et aux procureurs? Je voulais juste dire que avec Josette, ça se passait pas si mal que ça, et que si ça s'était pas bien passé, elle serait repartie. Moi, je l'ai pas obligée à venir et j'avais pas de raison de la tuer. Et c'est vrai que j'étais un peu renfermé sur moi, mais jamais j'aurais fait quelque chose comme ça. Et je tenais à elle quand même. Et je comprends pas quand elle dit que je m'occupe surtout de ma petite personne et que je dois. Elle a dit la fusiller du regard, vu les circonstances, ça me paraissait pas très adapté de dire des choses comme ça. Voilà, ça m'a un peu choqué, alors je voulais vous le dire. Nous vous remercions, Monsieur Bonnefoy. Vous pouvez regagner votre place. Ah, si, une question. Excusez-moi, monsieur Bonnefoy. Est-ce que vous saviez que vous ne vous doutiez pas que votre femme voulait vous quitter, alors? Vous n'aviez pas idée? Pas du tout. Et vous l'avez appris par vos enfants une fois incarcérés, c'est cela? Il y a mon grand-fils qui m'a dit qu'il avait eu une discussion avec sa mère parce qu'ils sont un peu plus proches et qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas très bien, mais il m'a pas dit que sa décision était prise. Il m'a juste dit à un moment qu'elle s'était confiée à lui et qu'il avait deviné qu'elle n'était pas très bien, c'est tout. Après les faits. D'accord, après les faits. Après les faits, quand il était venu me voir pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et vous pouvez nous dire ce qu'il y avait dans la valise de votre épouse quand elle était en train de quitter votre domicile? J'ai un souvenir qu'il y avait des photos. C'était une valise dans laquelle on avait mis des souvenirs à nous. Et il y avait des photos et une vieille affiche d'un spectacle qu'on avait fait ensemble. Et c'était pas forcément une valise pour partir. Et je voulais dire aussi que cette maison, elle était mal isolée et qu'il faisait un peu froid. Et souvent, on avait l'habitude pour pas monter le chauffage, de mettre le manteau à l'intérieur. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle avait le manteau à ce moment-là. Donc vous pensiez qu'elle était avec son manteau et une valise avec elle sur le pas de la porte parce qu'il faisait froid? Moi, je pense que si elle avait voulu partir, elle aurait attendu de sortir pour mettre son manteau. Elle l'aurait pas mis pour mettre les affaires dans la valise. Et en plus, elle n'était pas en train de mettre ses affaires pour partir, sa brosse à dents, ses affaires personnelles. C'était une valise dans laquelle il y avait des photos et des souvenirs à nous. Je crois qu'elle regardait ces photos-là parce que ça lui manquait. C'est ce que je me suis dit après pour essayer de comprendre. Mais je ne crois pas qu'elle voulait partir ce soir-là. En plus, elle aurait été où? Josette, elle n'avait pas le permis de conduire, il était le milieu de la nuit, il n'y avait pas de bus, il y avait la première gare, elle est à 25 km. Alors si elle avait voulu partir, elle me l'aurait dit, on aurait parlé. Et je ne crois pas que ce soir-là, cette nuit-là, elle était en train de se préparer à partir. Donc, et la valise, elle était ouverte et éparpillée, et les photos étaient éparpillées avant le coup de feu, en fait, alors. Je ne me souviens plus parce que c'était le noir, en fait, quand j'ai tiré. J'ai même pas distingué que c'était elle. J'ai vu une forme et on avait mis une partie de nos économies dans l'armoire qui est derrière la valise. Et parce que la banque, elle est très loin, alors on allait retirer de l'argent liquide tous les mois. Et du coup, j'ai pensé que le cambrioleur, il fouillait et qu'il était en train de... Et c'est pour ça, quand il s'est retourné, j'ai eu peur. Je reviens sur ce que vous avez dit. Si vous pensez qu'elle ne voulait pas partir, pourquoi est-ce qu'elle aurait mis le traversin dans le lit?
Le traversin, il n'était pas dans le lit. En fait, la couette, elle était repliée. Et ça donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui dormait parce qu'il y avait un gros édredon comme il faisait froid. C'était les édredons comme à la campagne, vous savez, avec des plumes. Et il était replié sur le côté, mais le lit, il n'était pas fait. Il n'y avait pas un édredon sous le drap. Je ne sais pas, peut-être que les gendarmes, ils ont pris des photos et qu'on... Moi, quand je suis allé voir, en tout cas, le lit, il était défait. Il n'y avait pas un édredon sous le drap. C'est juste que c'était replié, ça donnait l'impression d'un... Il tira l'édredon faisant apparaître le traversin qui donnait l'illusion d'une présence. C'est ce qu'on a dans les procès-verbaux. C'est les gendarmes qui ont un style peut-être un peu... Ah bon. Mais je ne sais pas si notre gendarme est resté. Non, il est parti. Parce qu'on l'aurait réinterrogé. Monsieur le gendarme, si vous voulez bien revenir quelques instants. C'est l'impromptu de l'audience. Ça arrive. Bien, petite question sur ce traversin. Quand vous êtes monté dans la chambre de madame, est-ce que vous avez vu ce traversin? Est-ce qu'il vous semblait posé là dans un but évident de faire croire à une présence ou pas? C'est pas tellement ce qui m'a surpris, c'est surtout quand je suis monté à l'étage, c'est d'avoir trouvé le fusil, donc loin de la scène de crime. Comme je vous ai dit, monsieur Bonnefoy était auprès de son épouse, auprès de son corps, et donc il n'y avait pas le fusil à côté de lui, il était à l'étage. Donc le traversin ne m'a pas... J'ai pas semblé que la scène avait été organisée pour une mascarade ou quelque chose de ce genre, mais par contre l'arme du crime était à l'étage, ce qui suppose de l'avoir ramené après les faits. Après les faits, voilà. Oui. Bien, merci. On va vous reposer la question, monsieur Bonnefoy, ce fusil donc, qui était à l'étage, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait après avoir tiré? Eh ben, en fait, je l'ai lâché le fusil parce que j'ai tiré, j'étais à l'étage. Parce que la porte, en fait, depuis l'étage, on voit là où il y a c'est une grande porte coulissante et on voit l'intérieur de la pièce. Et j'ai tiré depuis... Alors, si je comprends bien, vous avez été prendre le fusil dans le cellier. Le cellier, en général, c'est au rez-de-chaussée. Oui. Oui. Vous êtes monté? Oui, parce que j'avais entendu les bruits de pas. D'accord. Très bien. Et du coup... Et vous avez tiré, mais la porte, elle est au rez-de-chaussée, la porte devant laquelle madame a été tuée. D'accord. Donc vous avez pris le fusil au rez-de-chaussée, vous êtes monté et vous avez tiré de là-haut. Vous n'avez pas tiré du bas? Non, j'ai tiré de là-haut et j'ai lâché le... Sans sommation. D'accord. Bien, la cour est éclairée. Nous vous remercions, monsieur. On va donc donner la parole à la partie civile. Et il faut qu'entre-temps, les autres groupes quittent la salle pour que ne soient pas influencés par les premières prestations. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Madame la Procureure, bonsoir. Donc c'est en tant qu'avocat de la partie civile que je vais faire ma réquisition. Donc tout d'abord, comme on a pu constater, la famille est la base de tout dans la société actuelle. Or, un tel événement comme celui-ci, lorsqu'il se produit, peut remettre en question tout l'établissement de la famille et donc pour les enfants tout un tas de repères. Mes clients ce soir, Théo et Paul Bonnefoy, se sont tenus partie civile mais n'en ont aucun cas porté plainte envers leur père. Dans les faits qui sont reprochés à monsieur Paul Bonnefoy, il y a plein d'éléments et son témoignage discordant dans quelques points du procès, peuvent être contradictoires étant tenu de ce qui a été écrit dans le dossier. Je pense notamment à le fait qu'une valise a été retrouvée pas loin de Madame Bonnefoy, ainsi qu'elle était visiblement habillée en tenue pour sortir. Cela peut soulever le doute sur la véracité des propos. Autant que le placement et la fameuse histoire autour de l'édredon et donc de la chambre de Madame Bonnefoy. Mais
Cependant, mes clients se retrouvent tout logiquement dans un esprit partagé. C'est-à-dire que vous avez d'un côté deux fils qui ont toujours été élevés par leurs parents et qui d'un seul coup apprennent que leur père a tué involontairement ou délibérément leur mère. Et donc du coup, ils se retrouvent face à un grave dilemme, c'est-à-dire la mort de leur mère. Et doit-il faire confiance ou pas à leur père? En ce que la mère, dans l'ensemble des familles, a toujours, on l'a bien vu que, notamment un de mes clients était très proche de la victime, que cette dernière entretenait des liens plus forts entre la victime et que avec le père. Mais cependant, comme on a pu le voir lors de l'interrogation des enfants, leurs fils ont bien décrit qu'ils ressentaient autant de haine que d'amour envers leur père. Tout est bien là le problème ce soir, comme vous l'aurez compris. En ce qui concerne leur père a lui aussi participé à l'éducation de leur enfant. Et il reste quand même un attachement envers ses enfants et leur cercle familial proche, étant donné qu'ils ont rendu souvent visite à leurs très chers et tendres parents. D'ailleurs, comme ça a été souligné dans les témoignages des enfants, les deux ont été très clairs sur le sujet que le père n'a jamais éprouvé aucune violence conjugale vis-à-vis de sa femme. Et donc du coup, ça soulève les interrogations sur ce dossier. Donc, ce que je vous invite pour comprendre la situation des deux enfants, de mes deux clients ce soir, c'est de vous mettre à leur place. Ils sont actuellement tiraillés entre deux idées. Le fait que leur père ait tué leur mère, qui chérissait tant, ou volontairement, et de l'autre côté, le fait que leur père ait tué involontairement leur mère. Ainsi, et c'est là aussi où j'aimerais accentuer les débats, c'est qu'en est-il des petits-enfants ? Les petits-enfants qui sont, il me semble, d'un âge plutôt assez jeune, vont passer une partie de leur vont passer le risque de leur vie sans leur grand-mère, ça c'en est sûr, mais quitte à savoir la durée qui vont passer de leur vie sans la présence de leur grand-père. Tout est là l'importance de la peine qui sera impliquée à monsieur Paul Bonnefoy. C'est donc du coup avec une hésitation, et donc mes deux clients sont assez détruits psychologiquement, et du coup c'est pour cela que je demanderai au tribunal de faire que le monsieur Paul Bonnefoy verse 75 000 € de dommages et intérêts, ce qui permettrait notamment à mes clients de pouvoir suivre un suivi psychologique avec cette somme, et pour eux et notamment pour leur cercle familial proche s'ils en ressentent le besoin. En ce qui concerne la peine dans le sens pénal, je vous laisse le soin à vous, mesdames les jurés, de décider de cela. Mais cependant, je souhaiterais que monsieur Paul Bonnefoy fasse soumise d'une interdiction et une confiscation de toute arme, selon les articles 222-19-1 et les articles 222-20-1, qui concordent par rapport à ce sujet. Merci. La Cour vous remercie, maître, et nous donnons donc la parole à madame l'avocate générale. Bonjour à tous. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement grave, le meurtre de madame Bonnefoy par son mari, monsieur Bonnefoy.
Je voudrais commencer par rappeler, donc revenir un peu sur les faits. Donc Monsieur Bonnefoy a qualifié son geste de légitime défense. Pour lui, il s'agissait d'un cambrioleur en pleine nuit qui venait le voler et il voulait donc protéger sa femme. Cependant, comment pourrait-on croire que, avec tout le fait que ils sont quand même en couple depuis 35 ans, monsieur nous dit qu'il a vérifié dans la chambre de sa femme pour voir si elle était bien là, pour voir si elle était bien en sécurité. Puis après, il a pris son arme, donc arme chargée pour un chasseur, un bon chasseur. Comme tout bon chasseur, il aurait dû normalement garder son arme à part de ses munitions dans un coffre, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, d'après ces bruits, donc il aurait vu une ombre près de la porte de sortie, de la porte d'entrée, ayant fait un geste brusque. Alors, d'après alors on n'a pas revu, mais d'après les dépositions balistiques, il s'agit donc d'un tir de 5 mètres de la balustrade, donc ce n'est pas si loin. Mais monsieur donc n'a pas reconnu sa femme. Il n'a pas reconnu ni dans son lit, alors qu'il s'agissait que d'un édredon, ni devant la porte d'entrée à 5 mètres. Mais par contre, monsieur le bon chasseur a bien réussi à tirer à 2 reprises, de façon très précise. Donc on nous précise que dans le rapport balistique, il s'agit d'un tir à l'épaule et d'un autre tir dans le poumon qui a donc fait suffoquer la victime jusqu'à la mort. Ensuite, donc, monsieur est donc descendu et a vu sa femme, mais il ne lui a pas porté secours, donc il n'a pas respecté non plus les engagements liés au mariage. Monsieur n'avait pas de sang sur les mains. D'après les témoignages de la voisine et du gendarme, on apprend que monsieur s'est réveillé à 1h30, qu'à 2h du matin, les coups de feu ont été tirés, mais cependant, il appelle les gendarmes à quelle heure ? À 3h. Donc il y a 1 heure de balancement où on ne sait pas ce qui s'est passé. De plus, monsieur appelle les gendarmes. Il ne va pas appeler ni le SAMU ni les pompiers. Il appelle les gendarmes. Il ne cherche pas à sauver sa femme, qui du coup est morte. Je pense qu'à la suite de tous ces faits, on peut constater que monsieur avait quand même la volonté de tuer. Il avait une arme chargée. Il a bien visé. Il faut savoir qu'il s'agit d'un fusil d'un calibre 12, il y a du recul, donc monsieur a tiré une première reprise, il a revisé une deuxième fois. Il nous dit certes que c'est un chasseur, qu'il s'agit d'un réflexe d'avoir tiré 2 fois, mais en tant que chasseur, on devrait faire preuve de sang-froid et ne pas tirer sur tout ce qui bouge. De plus, comme l'a dit monsieur, comme le relevaient les jurés, monsieur n'a pas fait de sommation, il n'a pas essayé de dire madame, monsieur, enfin qui est là, arrêtez. Non, il a tiré, il s'est mis de façon discrète, il est sorti de sa chambre sans faire un bruit et il a tiré. Il a visé et il a tiré. Donc, je pense que ce qui s'est passé, si on en revient au contexte, d'après les témoignages et les dépositions des enfants, le couple battait de l'aile. Madame avait parlé plusieurs fois, que ce soit à son fils aîné ou à son fils cadet, de la possibilité de partir, même si elle ne voulait pas faire de mal à son mari. Et même si lui n'était pas au courant, plusieurs fois, elle a parlé de cette possibilité. Et je pense que madame avait décidé de partir. D'ailleurs, monsieur a entendu du bruit 2 fois, d'après sa déposition. Donc, monsieur a dû savoir que madame préparait ses affaires, que madame allait partir, et il a mal réagi sur le coup. C'est pourquoi je demande une réclusion de 22 ans d'emprisonnement. Je sais que ma peine est lourde, mais il ne faut pas oublier que monsieur a enlevé la vie de quelqu'un. Cette personne était sa femme, ce qui est une circonstance aggravante. Et comme l'a fait remarquer l'avocat de la partie civile, qu'en est-il des enfants, des petits-enfants, qui se retrouvent finalement privés d'une mère et d'une grand-mère ? Merci. La Cour vous remercie et nous donnons donc la parole à l'avocat de la défense. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurys, Madame la Procureure générale, tout d'abord, je tiens à rappeler que Monsieur Bonnefoy est une personne retraitée, père de 2 enfants et marié depuis déjà 35 ans.
Donc, croyez-vous qu'après 35 ans de mariage, monsieur aurait voulu tuer la mère de ses enfants? Il faut donc rappeler les faits. Monsieur Bonnefoy et Madame Bonnefoy vivent dans une maison isolée en Ardèche. Nous sommes la nuit du 24 au 25 novembre. Il fait nuit. Monsieur Bonnefoy est dans sa chambre. Il entend du bruit. Premier réflexe, il va voir si Madame dort. Second réflexe, il prend son arme et donc d'après les dépositions de monsieur, mais d'après les dépositions des témoignages écrits, monsieur descend les escaliers et tire. Non, pardon, excusez-moi. D'abord, il voit une ombre noire. Il pense à un cambriolage. Monsieur est vieux. Monsieur veut protéger sa femme. Monsieur est retraité. Il faut donc qu'il se défende. Et la personne, l'ombre noire, brusquement, se retourne. Il tire, réflexe, bien sûr, d'un chasseur, mais aussi, il veut défendre, pardon, excusez-moi. Donc, il tire. Second réflexe, il remonte. Il va vérifier que sa femme va bien, qu'elle n'est pas en danger, et allume la lumière. Subitement, il ne voit qu'elle n'est pas là. Il descend, allume la lumière, se rend compte qu'il a tiré sur sa femme. Il reste... Pardon. Donc, pensez-vous... C'est parfait, continuez. Donc, monsieur descend, voit qu'il a tiré sur sa femme, et il reste là, stupéfait. Regardez, monsieur pleure. Et la stupeur. Donc, il est déboussolé. Il reste là à côté du corps de sa femme. Certes, il y aura 1 heure entre le crime et l'appel de sa femme, mais comme l'auront dit les gendarmes, quand il a appelé, il a dit qu'il avait tué par accident. De plus, quand les gendarmes se sont rendus sur les lieux du crime, il était en état de choc. Il était anéanti. Il était là, près du corps de sa femme. Il ne savait plus ce qu'il avait fait. Il ne savait pas pourquoi. Pardon, excusez-moi. Ensuite, d'après les dépositions, quand monsieur s'est rendu à la gendarmerie, il bégayait. Cela montre donc un traumatisme du fait qu'il avait tué sa femme. Les experts l'ont décrit comme une personne désorientée, anxieux. De plus, vous voyez bien qu'il est dans un état. Lors de son témoignage, ses propos n'étaient pas ordonnés. Ses propos n'étaient pas ordonnés. Nous pouvons de plus souligner que leur fils cadet le décrit comme une personne bienveillante, attentive. Il ne voulait pas tuer leur mère. Il était là et il voulait juste se défendre face à un cambrioleur. On peut aussi également constater que on peut également constater que, comme l'a dit la voisine, ce n'était pas un couple qui se disputait. Cela faisait 35 ans. Peut-être que monsieur a montré qu'il n'était plus aussi amoureux que le premier jour, mais jamais il aurait commis un tel acte contre sa propre femme. Donc, posons-nous cette question. Ne croyez-vous donc pas que la souffrance qu'il a déjà subie du fait qu'il a brisé sa famille, qu'il a brisé la vie de sa femme, qu'il l'a tuée, qu'il a anéanti, je pense, sa vie, est-ce qu'il faudrait donc lui imposer une peine de 22 ans de prison ? Merci. Parfait, merci. Je pense qu'il mérite quelques applaudissements avant de rejoindre... Voilà. Donc si vous êtes prêts pour l'avocat de la partie civile. Il s'agit bien de Clément, c'est ça ? Je dois vérifier les prénoms. Oui ? Très bien. Donc vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames les Présidentes, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs les jurés, Madame l'avocate générale, cher auditoire, je me tiens devant vous aujourd'hui car dans ce drame familial, il y a énormément de questions auxquelles, je dois le regretter aujourd'hui, le dossier pénal et l'instruction ne peuvent pas répondre. En effet, nous avons demandé à plusieurs reprises, et je suis très surpris de l'apprendre aujourd'hui, comme vous tous, en audience de jugement,
qu'en fait, l'accusé ne disposait pas de son arme dans la chambre, mais bien dans le cellier, ce qui suppose, et c'est confirmé désormais, qu'il a dû se déplacer et a dû entrer à un certain moment en la rencontre de son épouse. On émet désormais des certitudes sur la possibilité qu'il ait pu reconnaître son épouse avant de faire feu. Nous regrettons désormais d'apprendre ceci à ce moment-là, Madame la Présidente, parce que nous avons, et à plusieurs reprises, Madame l'avocat général, nous avons fait la demande à l'instruction de pouvoir obtenir une reconstitution des faits. Cette reconstitution aurait permis de démontrer les faiblesses du dossier et de démontrer certainement que le fusil n'était pas dans la chambre de Pierre Bonnefoy, mais bien dans le cellier, et qu'il a à un moment très certainement rencontré son épouse devant le hall de la porte, ce qui démontre bien qu'il ne peut pas nous dire désormais qu'il ne savait pas que c'était sa femme et jouer cette carte, cette triste carte de dire qu'il était en fait pas certain de savoir que c'était une silhouette qui aurait pu être un étranger l'assaillant. Cette faiblesse de l'instruction, nous la voyons d'autre part dans notre demande qui, une fois de plus, n'est pas aboutie. Cette demande, c'était l'exploitation des données numériques, à savoir le téléphone portable de la victime et son ordinateur. À aucun moment, les gendarmes n'ont daigné répondre à nos sollicitations. Et Madame la Présidente, ce n'est pas acceptable à ce niveau-là d'enquête, de nos jours, au XXIe siècle, qu'on laisse passer des données si importantes qui auraient pu, à un certain moment, démontrer peut-être des relations extra-conjugales qui auraient pu permettre d'éclairer cette affaire. Nous serions très certainement dans une autre situation, peut-être un crime passionnel, mais malheureusement, par les défauts de cette enquête, nous ne pouvons pas l'affirmer aujourd'hui. Et c'est très regrettable. J'ajoute à cela, Madame la Présidente, que nous avons reçu une expert psychiatre, mais nous avons également demandé une contre-expertise. C'est très bien d'avoir un premier avis sur lequel nous nous sommes basés et qui a démontré peut-être des atteintes à la santé mentale du père de mes clients, mais une contre-expertise aurait pu peut-être améliorer, peut-être préciser ce qui devait l'être, c'est-à-dire est-ce que Monsieur Bonnefoy est atteint depuis des décennies d'un certain trouble, un certain trouble qui aurait pu à un moment donné le faire dérailler. On sait mes clients m'ont dit et m'ont répété à plusieurs reprises que finalement ils se sont rendus compte qu'au fil des années leur père s'est devenu de plus en plus absent, alors que dans leur jeunesse, ils avaient un père rieur, un père qu'ils aimaient. Et ces dernières années, notamment le fils aîné, a démontré que son père avait perdu cette petite flamme de vivre, cette petite joie qu'il avait auparavant, et c'était reclus. C'était un homme qui vivait en solitaire, qui n'avait plus les mêmes plaisirs qu'auparavant dans sa vie de Parisien. Une contre-expertise aurait été de très bon augure. Malheureusement, une fois de plus, l'instruction n'a pas daigné répondre à nos demandes, et c'est très regrettable. Du point de vue de mes clients, je dois ajouter que si Paul, le fils cadet, a pu manifester du désamour envers son père, qu'il a un peu rejeté ces dernières années, il est vrai, il doit aujourd'hui vous dire que, et il regrette son absence, malheureusement, il doit vous dire que son père reste son père et qu'il souhaite une peine juste, une peine qui soit à la hauteur de la justice, qui, à mon sens, n'a pas été à sa hauteur dans l'instruction. Une nouvelle fois, j'insiste là-dessus. Son frère, Théo, lui, aime son père. Il ne peut pas croire à aucun moment que son père ait pu volontairement tuer sa mère, mais il s'indigne, et je dois vous avouer que je rejoins son indignation, car il aurait aimé peut-être connaître le nom de l'amante de sa mère s'il eût été un amant. Mais nous ne pouvons y répondre aujourd'hui.
C'est pourquoi mes clients se constituent partie civile et réclament à titre symbolique un seul franc symbolique à titre de dédommagement. Je vous remercie de m'avoir écouté, Madame la Présidente, cher auditoire. Merci. Merci, Maître. Nous donnons désormais donc la parole à Nadda, qui est avocat général. Merci, Madame la Présidente. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour des faits d'une extrême gravité. En effet, au vu des faits relatés par l'accusé, qui est par ailleurs le seul témoin de ce crime affreux, nous pouvons constater qu'il y a des incertitudes vis-à-vis des faits qui ont été commis ce soir-là. En effet, d'après les procès-verbaux, l'accusé donc a tiré deux coups à 5 mètres de la victime. Rappelons que ce soir-là était un soir de pleine lune et donc qu'il y avait probablement plus de luminosité qu'habituellement. Et donc à 5 mètres, ce qui est une très courte, au final, très courte distance, l'accusé aurait pu reconnaître sa femme ce soir-là devant le pas de la porte. En effet, l'accusé a tiré 2 coups francs. Un premier coup a été tiré à l'épaule et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas abattu sa victime, il a tiré un second coup qui a été fatal pour celle-ci. Rappelons également que son arme était chargée alors que, étant un chasseur aguerri, il savait pertinemment qu'il faut conserver son arme déchargée et dans un coffre. De plus, après 35 ans de mariage, nous supposons que reconnaître sa femme à 5 mètres malgré la faible luminosité ce n'est pas une difficulté. Également, l'accusé a appelé la gendarmerie dans les environs de 3 heures du matin. Leur voisine, Madame Dupont, a entendu les coups dans les environs de 2 heures du matin. Qu'a-t-il fait pendant cette heure? N'a-t-il pas voulu appeler les secours? Lorsque vous tirez sur un proche, qui par ailleurs, s'il n'avait pas voulu lui faire de mal, il aurait voulu donc appeler probablement une ambulance ou les pompiers afin de la secourir. Également, je fais remarquer que monsieur le gendarme est arrivé sur les lieux et a remarqué dans son procès verbal que monsieur Bonnefoy n'était pas taché de sang. Il était certes choqué et dépourvu de tout sens, mais il n'a pas essayé de sauver sa femme ce soir-là, quand bien même il a allumé la lumière et a vu que c'était elle qui gisait sur le sol. La défense pourra probablement dire qu'il s'agissait d'une légitime défense, car Monsieur Bonnefoy avait eu peur de la forme dans l'obscurité qu'il a vue, et donc a pour cela tiré sur la forme dans l'obscurité. Or, Madame Bonnefoy, sur le procès verbal,
Monsieur Bonnefoy, sur le procès verbal, a dit que la victime, en fait, se baissait donc pour ramasser ou pour ouvrir quelque chose dont il n'avait pas aperçu la forme. Cependant, une valise dans l'obscurité, tout le monde voit comment une grosse forme par terre, je ne vois pas comment il aurait pu confondre cette forme avec une arme, par exemple. De plus, il l'a dit tout à l'heure, que la victime s'était tournée vers lui. Donc, qu'elle ne pouvait pas avoir pu fouiller dans le placard comme il l'a dit auparavant. Je rappelle qu'il s'agit d'un couple tranquille qui ont 2 enfants et ont une longue vie ensemble. C'est pourquoi je requiers 20 ans de réclusion criminelle et un suivi psychiatrique, sachant que un crime, quand bien même ne serait pas voulu contre son épouse, doit quand même être puni. Et que, au vu des circonstances d'aujourd'hui, les féminicides qui sont perpétuellement relatés par les nouvelles ne doivent pas rester impunis par la justice. Merci beaucoup. Bon, merci. La parole est donc à l'avocat de la défense, Kylian. Vous pouvez approcher à la barre. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, cher auditoire, bonsoir. Je me tiens devant vous ce soir pour plaider la cause de mon client, Monsieur Bonnefoy. Alors, tout semble accusé, mais il me semble d'abord évident de recontextualiser la chose. Vers 1h30 du matin, Monsieur Bonnefoy entend un bruit. Effaré, il se lève et la première réaction qu'il a eue, c'est de vérifier si sa femme était couchée. Pris de panique, il ne prend pas la peine d'aller tâter. Il constate tout simplement une forme et il pense être sa femme. Suite à cela, il décide de se défendre, tout en étant paniqué, de se défendre lui ainsi que sa femme. C'est pour ça qu'ensuite, il va prendre son arme, il se dirige vers l'individu qui fait un geste brusque, et M. Bonnefoy va prendre cela pour une menace, et dans un instant de panique, il tire. Alors certes, il a tiré 2 fois, mais il est important de rappeler que M. Bonnefoy est un ancien chasseur et qu'il a donc certains réflexes qui lui reviennent. Et concernant l'attente concernant le décalage entre l'appel, entre l'instant du meurtre et l'appel à la gendarmerie, il s'est écoulé 1 heure. Et pendant ces 1 heure, on peut tout à fait comprendre que M. Bonnefoy s'est senti paralysé. Il venait juste de se rendre compte qu'il venait de tuer la femme de sa vie, celle avec qui il a partagé 35 ans, la mère de ses enfants. Donc il est tout à fait normal pour une personne d'être effarée et d'être paralysée. Pour ce qui est de M. Bonnefoy, il est important de rappeler que c'est une personne qui a travaillé tout au long de sa vie pour sa famille et c'est un homme sans histoire. Il a toujours tenté de donner le meilleur de
lui-même. Et vis-à-vis de sa femme, Josette, on peut... il ne savait pas du tout avant les faits qu'elle voulait le quitter. C'est-à-dire que lui, il était toujours dans cette optique-là que c'est sa femme et qu'ils vont passer leur vie ensemble. L'hypothèse du meurtre prémédité paraît tout simplement absurde dans la mesure où Monsieur Bonnefoy aimait sa femme. Certes, ces derniers temps, ils ont été quelque peu distants, mais pour un couple qui a passé 35 ans, qui ont partagé leur vie pendant 35 ans, il est tout à fait... Il paraît normal. Il paraît normal que, disons qu'il s'essouffle, entre guillemets. Mais... Alors, comme l'a précisé l'avocate générale, évidemment, je plaide la légitime défense, tout simplement parce que l'hypothèse qu'il aurait prémédité ce meurtre n'est tout simplement pas valide. Monsieur Bonnefoy aimait sa femme et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu se déplacer dans la campagne pour vivre avec elle et passer une retraite paisible Vous remarquerez aussi d'ailleurs que comme l'a dit Monsieur Bonnefoy, tout de suite après avoir abattu l'individu, son premier réflexe a été d'aller rassurer sa femme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a compris qu'il venait d'abattre sa femme. C'est pour cela que je vous demande soit d'acquitter mon client et au vu des charges contre lui, je peux très bien comprendre que c'est pas évident, mais vous avez très bien vu, Monsieur Bonnefoy n'a rien d'un tueur. Monsieur Bonnefoy n'a vraiment pas voulu tuer sa femme. Il est évident que le seul et unique but que Monsieur Bonnefoy a eu ce soir-là, ce triste soir où il a perdu sa femme, parce qu'il ne faut pas oublier que Monsieur Bonnefoy, parmi nous tous, est le plus dévasté. Il vient de perdre la mère de ses enfants, la femme avec qui il a partagé 35 ans de sa vie. Et c'est pour cela que je pense que c'est une personne qui, au lieu d'être enflammée, mériterait d'être soignée et suivie. Comme l'a expliqué l'expert psychiatre, Comme l'a expliqué l'expert psychiatre, Monsieur Bonnefoy n'a rien d'un criminel. Concernant la fameuse hypothèse que Madame Bonnefoy aurait tenté de s'enfuir, elle n'est tout simplement pas valide, tout simplement parce que dans un simple moment de nostalgie, elle aurait très bien pu se réveiller la nuit et avoir envie de regarder des photos de sa vie. Merci. Il y a du public. Hein. Merci beaucoup. On va patienter quelques instants avant de faire arriver l'équipe suivante, le temps que nous délibérions. Bravo. Bien, tout le monde est en place. Donc, on va donner la parole à la partie civile, l'avocat de la partie civile qui peut venir au milieu. Et donc, c'est Margot. C'est bien ça? Oui. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, j'interviens aujourd'hui au nom de mes clients, Monsieur Bonnefoy Théo et Monsieur Bonnefoy Paul, qui constituent la partie civile. Face aux faits qui sont reprochés à Monsieur Bonnefoy Pierre
ayant dans la nuit assassiné Madame Bonnefoy Josette, son épouse, une situation pour le moins ambiguë qui causa chez mes 2 clients une profonde tristesse suite à la mort de leur mère, de leur maman, mais qui a permis aussi aux frères de se réconcilier. Lorsque nous perdons un être cher, nous sommes abattus, mais quelle serait notre réaction si l'on apprend que la personne qui l'a tué est un homme qui nous a élevés, qui nous a nourris, qui a tué une personne qui est l'une des personnes les plus chères à nos yeux? Quelle serait notre réaction? Nous pouvons seulement tenter de comprendre ce qu'a pu ressentir mes clients. En effet, chaque individu est constitué d'une conscience qui lui permet de faire la différence entre le bien et le mal, et qui a le libre arbitre pour lui permettre d'avoir des actions qui sont pleines de valeur. Dans ce cas, est-ce que M. Bonnefoy-Pierre a-t-il réellement agi avec bon sens, avec conscience, en tirant sur une ombre à double reprise, une ombre cachant une personne, même si ça n'avait pas été son épouse, peut-être que ça aurait pu très bien être une personne ayant des collègues, des amis, une famille. Les faits ont fait que cette personne soit son épouse, ce qui est une situation c'est une situation qui est horrible. Madame Bonnefoy Josette a été retrouvée avec sa valise, près d'elle, prête à quitter son domicile. Peut-on parler de légitime défense comme le prétend M. Bonnefoy-Pierre si l'on tire 2 fois sur une personne sans connaître les faits, auquel cas il aurait reconnu son épouse s'en allant? Donc, si une fois de plus, nous nous mettons à la place de nos 2 victimes, de Théo, de Paul, des enfants, ces enfants, les petits-enfants, est-ce que les regrets de M. Bonnefoy-Pierre vont être suffisants pour pouvoir effacer des marques tachées de violence, des violences faites pas par n'importe qui, par leur père? Cette violence qui privera mes clients, Paul, Théo, mais également leurs petits-enfants, de ce symbole d'amour et de protection qu'est une mère ou une grand-mère. Je vous demande donc, Madame la Présidente, de prendre la décision la plus juste. Merci, Maître. Nous donnons la parole à l'avocat général, Guillaume. Mesdames les jurés, vous aurez aujourd'hui à juger, vous aurez la tâche difficile de juger l'affaire de Monsieur Bonnefoy. Mon rôle au cours de cette audience sera de défendre les intérêts de la société afin d'éviter que ces valeurs ne soient bafouées par l'acte de l'accusé. La partie adverse cherchera sans doute à plaider que celui-ci a réagi sous le coup d'un réflexe, sous le coup de la peur, de la menace. Mon intime conviction est que ce meurtre est délibéré. Monsieur Bonnefoy a délibérément tué sa femme. Venons-en aux faits. Nous sommes une nuit de pleine lune. Monsieur Bonnefoy sort de la chambre, va au cellier, décroche son arme. Enfin, on ne sait pas, même lui-même s'embrouille dans la restitution de ces faits. Bref. Celui-ci saisit son arme, se dirige vers le rez-de-chaussée, distingue une forme, une silhouette à côté de la porte d'entrée.
Cette dernière, la silhouette, se retourne de manière brusque vers lui, face à lui. Rappelons que nous sommes une nuit de pleine lune, où la luminosité normalement est suffisamment forte pour distinguer quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'il effectua 2 tirs à 5 mètres de distance. Pour visualiser à peu près 5 mètres de distance, je suis à moins de 5 mètres de distance que ma confrère. Alors, comment aurait-il pu ne pas reconnaître sa femme, avec qui il vit depuis 35 ans, à seulement 5 mètres de distance? Sachant que celui-ci est bon chasseur, il doit sûrement avoir une très bonne vision, chassant très bien tiré. Rappelons que les tirs étaient précis, selon l'expert balistique. De plus, la voisine, étant insomniaque, regarda par la fenêtre lorsqu'il entenda les 2 coups de feu. Celle-ci distingua de la lumière au sein de la maison. Qu'est-ce qui nous dit que la lumière n'était pas allumée avant même que celui-ci ne tire, permettant, en plus de la lumière de la pleine lune, si elle n'était pas allumée, de distinguer sa femme. Par la suite, un trou de 1 heure sépare le moment du tir entre 1h30 et 2h et le moment où il appelle le gendarme à 3h. Qu'a-t-il pu faire durant ces 1 heure? Peut-être mettre en place un stratagème, sachant que même lui s'embrouille dans la restitution des faits, ne sachant plus s'il y avait un traversin ou pas. Je vais vous dire ma version des faits. Monsieur Bonnefoy, ne supportant pas que sa femme le quitte, parte comme ça, sans son accord, décida de son plein gré de s'octroyer la justice et de la tuer. Venant de vous exposer, en fin de compte, ma vision des faits, je vais maintenant me prononcer sur la peine. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas qu'une seule peine. Il y a la peine encourue et la peine prononcée. N'oublions pas que le meurtre, la peine encourue du meurtre, c'est la perpétuité. Monsieur Bonnefoy encourt la perpétuité. Mais au vu de l'absence de casier judiciaire de Monsieur Bonnefoy, de comment dire, qu'il était un bon père de famille avec son aîné, n'entretenant pas de bonnes relations avec son cadet, je prononcerai une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Donc, Rika. Mesdames les jurés, je suis avocate ici présente aujourd'hui pour présenter et défendre le cas de mon client, monsieur Bonnefoy. Les faits se sont déroulés une nuit de novembre, vers 1h30 du matin, lorsque monsieur Bonnefoy entend du bruit, sachant qu'il vit avec sa femme, seul, à la campagne. Il s'inquiète. Et son premier réflexe est d'aller vérifier si sa femme va bien. Donc, il va et entrouvre la porte de la chambre de sa femme et jette un coup d'œil pour vérifier si elle va bien. Il aperçoit donc une courbe qu'il a prise pour sa femme et va donc prendre son fusil et décide, en légitime défense, de tirer sur la personne qu'il pensait être un cambrioleur peut-être, uniquement pour se protéger, sa femme et lui. Après les faits, il décide encore une fois d'aller vérifier si sa femme va bien. Il entre donc dans la chambre et se rend compte qu'elle n'est pas là. Il commence à s'inquiéter et descend au rez-de-chaussée et se rend compte que cette personne qu'il avait aperçue, c'était sa femme. Il est tout de suite anéanti et paralysé. Le témoignage du gendarme confirme qu'il était anéanti et paralysé. On voit un paradoxe dans cette affaire car en voulant protéger sa femme, il fut l'opposé. Qui était Monsieur Bonnefoy?
Monsieur Bonnefoy était un père, un époux et un grand-père heureux. Il était amoureux de Madame Bonnefoy et jamais ne souhaiterait lui faire du mal. C'était un homme ayant travaillé toute sa vie pour sa famille et leur sécurité. Il a travaillé dur toute sa vie pour procurer tout ce dont sa famille avait besoin. En effet, il s'est battu pour le bien vivre de sa famille. C'était un homme toujours occupé. Dans le témoignage de leur fils aîné Paul, malgré le manque de complicité de leur relation, il confirme que son père n'était pas un homme violent. Également, dans le témoignage de leur deuxième fils Théo, leur fils cadet, il qualifie son père de bienveillant, attentif et généreux. Il confirme également qu'il ne s'était jamais énervé excessivement. Il dit même, je cite, « Je ne peux imaginer qu'il ait tiré dans le but de tuer notre mère », ce qui prouve bien que monsieur n'avait aucune mauvaise intention à l'égard de sa femme. Lors du témoignage de monsieur Bonnefoy, il semblait plein de regrets, hésitant. À travers son langage corporel, on pouvait voir qu'il culpabilisait, qu'il avait l'air choqué et perdu, et qu'il était même au bord des larmes. Malgré le témoignage péjoratif de la voisine, elle affirme quand même qu'elle n'a jamais entendu de bruit, de dispute entre monsieur et madame Bonnefoy, ce qui signifie quand même que malgré le manque de leur complicité dans la relation, ils n'étaient pas en guerre. Il était quelqu'un d'honnête, on peut le confirmer car même après avoir fait cet acte meurtrier, il appelle de lui-même tout de suite la gendarmerie et avoue lui-même qu'il a tué sa femme. Donc j'ai une question pour mes confrères ici. Si c'était un acte volontaire, si c'était un homicide volontaire, s'il y avait eu des signes présents d'une quelconque haine de la part de la victime, Madame Bonnefoy, elle serait partie d'elle-même. Pourquoi serait-elle restée ? On voit même une certaine forme d'amour réciproque de la part de cette dernière, qui malgré le manque de complicité entre les deux, ne souhaitait pas vexer son mari et lui dire qu'elle voulait partir, car peut-être qu'elle l'aimait encore quelque part. Et donc je vous demande, s'il vous plaît, mesdames les jurés, condamnez cet homme avec le plus de clémence possible. Cette affaire tragique qui m'a moi-même touchée au plus profond. Merci. Donc je préviens le public qui est là, qui voit revenir Tani. Tani ne sera pas réévaluée, mais gentiment elle a accepté d'assurer la défense du prévenu, qui en a bien besoin apparemment, vu les réquisitions, c'est sévère. Et donc voilà, donc il y a eu 2 défections, donc merci à Tani d'assurer la défense, sachant qu'elle plaidera très peu, hein, 1 minute, si on a bien, pour qu'il y ait quand même un peu de contradiction dans ce débat. Alors, je vais demander le prénom de la personne qui fait l'avocat de la partie civile. Irène, qui est de quel établissement ? Grand Nouméa, merci. Et pour le procureur, nous avons... De Maillère à nous. À nous. À nous, qui est de... Du lycée du Grand Nouméa. Grand Nouméa aussi. Merci. Donc on va d'abord donner la parole à l'avocate de la partie civile, c'est-à-dire à Irène, qui plaide toujours en premier, la partie civile. C'est toujours un peu impressionnant, mais pas de panique. Et voilà, nous vous écoutons. Merci. Mesdames, messieurs les jurés, bonsoir à tous. Ce soir, je représente la partie civile, messieurs Théo et Paul Bonnefoy, enfants de monsieur Pierre et Josette Bonnefoy. Maintenant, venons droit au but. Monsieur Bonnefoy a tiré délibérément sur, je cite, une forme, donc il avait vœu de mort, qu'importe la personne. Je suis désolée,
Mais tout être humain, qu'il soit voleur ou honnête homme, ne mérite pas d'être la cible d'une mort imminente. Dans cette affaire, il n'y a que des reproches à se faire. Monsieur Bonnefoy aurait dû l'interpeller en criant « haut les mains !» ou je ne sais quoi. À cause de cela, il tira haut les mains sur sa propre femme. Mais revenons à avant le drame. Monsieur Bonnefoy, en entendant les craquements, sortit de sa chambre. Car ne l'oublions pas, ils font chambre séparée. Peut-être ou sûrement causés par l'adultère du mari. Il prit direction alors de la chambre de sa femme. Il décida de vérifier juste visuellement si elle y était. Pourquoi monsieur ne pas l'avoir vérifiée physiquement et verbalement, en allant près de son lit et la réconforter? Maintenant, vous nous dites que votre arme était chargée. Monsieur, un chasseur comme vous se doit de savoir que l'on décharge toujours une arme après utilisation. Vous nous dites aussi que vous étiez à l'étage lorsque vous êtes descendu au cellier pour récupérer l'arme et vous êtes remonté. Et c'est là que vous avez tiré de là-haut. Monsieur, pourquoi ne pas être resté au rez-de-chaussée? Maintenant, vous laissez des enfants et petits-enfants dans une situation très ambiguë et compliquée. Comment se mettre dans la tête que papa ait tué maman? Comment se mettre dans la tête que papy ait tué mamie? Merci de m'avoir écouté. Merci. On va donc donner la parole à Madame l'avocate générale. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, il m'est impossible de prendre le parti de Monsieur Bonnefoy. Je ne peux m'empêcher de constater le flou de cette histoire dont je ne suis absolument pas convaincue. Comment ne pas reconnaître sa femme à 5 mètres de distance? Un tel geste, venant d'un chasseur expérimenté, est plus qu'étonnant. Pourquoi ne pas avoir tiré ailleurs? Pourquoi ne pas avoir cherché à savoir la nature de ce que l'accusé décrit comme une menace? Et même s'il ne s'agissait pas de sa femme, Monsieur Bonnefoy a tiré dans le but de tuer. Tuer sans qu'il n'y ait de cas de légitime défense. Quelle excuse possible pour un tel acte? Quelle excuse pour avoir tiré 2 fois de suite sur un individu, quel qu'il puisse être? Quelle excuse pour avoir ôté la vie sans faire preuve de conscience? Monsieur Bonnefoy est le seul responsable de ce drame. Il était conscient, maître de ses choix et de ses actes. Et ces choix ont mené à la mort de son épouse. Les féminicides sont nombreux. Pas plus tard que le mois dernier, une femme est morte sous les coups de son mari et sont pour la plupart impunis. Comment fermer les yeux une fois de plus? Je pense que c'est la colère de l'accusé qui a conduit son épouse à la mort. Une colère accumulée depuis l'éloignement de cette dernière et déclenchée par son départ précipité, ou du moins, tout ce qui semblait s'apparenter à un départ. Mais que fuyait cette femme? Que fuyait-elle pour décider de s'en aller au beau milieu de la nuit? Pourquoi n'aurait-elle pas prévenu son mari si celui-ci était compréhensif? Pour ma part, je suis convaincue que Monsieur Bonnefoy n'a pas supporté que sa femme puisse quitter le domicile. Cependant, l'accusé est un homme sans histoire, non connu de la justice, et qui semble aujourd'hui exprimer des regrets sincères. Aujourd'hui, une fois de plus, vous, jurés, avez une tâche lourde, celle de rendre justice. Et au nom de la société, je demande 15 ans de réclusion criminelle. Ça sera tout. Merci Madame le procureur, enfin l'avocat général. Et donc la parole est à l'avocat de la défense. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Madame l'avocat général. Tout d'abord, il est important de rappeler que Monsieur Bonnefoy avait 66 ans. Il ne vous voyait donc pas très clair. De plus, il faut également mettre le point sur le fait qu'il faisait nuit, que l'ombre lui a paru menaçante et que Monsieur Bonnefoy a tiré dans l'intérêt de protéger sa famille, dans l'intérêt de protéger sa femme, car il était, avant d'avoir tiré, il avait été vérifié que sa femme n'était pas en danger. Ensuite, nous mettrons le point sur le fait que le gendarme a décrit Monsieur Bonnefoy comme choqué, anéanti du fait de son tir, du fait qu'il avait tiré sur sa femme. Et enfin, nous pourrons appuyer sur le fait que Monsieur Bonnefoy n'a pas de casier judiciaire. Donc, il ne faut pas que Monsieur Bonnefoy n'a pas de casier judiciaire, que cela faisait 35 ans qu'il était marié avec sa femme, et que je ne pense pas que ce vieux monsieur, après 35 ans de mariage, après lui avoir fait 2 enfants, ait voulu tuer sa femme. Merci. Merci.